Bon, je voulais me présenter. Je suis Castella Dobrun, je suis médecin spécialiste de médecine interne et de gastroentérologie. Et en fait, je suis depuis très peu d'administrateurs du groupe Burnout de Soignants. Je suis membre depuis quelque temps. Et en fait, je suis un petit peu les différentes conversations, présentations, tout ça, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse directement, pas forcément parce que je le rencontre dans ma vie professionnelle, c'est parce que aussi j'ai eu des éléments dans ma vie personnelle, professionnelle qui m'ont fait arriver à certains stades d'épuisement professionnel. Parce que c'est une pathologie qui touche énormément de personnes soignantes, parce que vous êtes Ah, plus de 1600 membres dans le groupe, et parce que je pense qu'il faut qu'on en parle et qu'on fasse quelque chose de ça. Je voulais au départ dire que je n'ai aucun intérêt, donc je n'ai pas du tout d'idée autre que d'essayer d'aider les autres. Voilà. Euh, Après, si cette chose-là peut éventuellement déboucher sur des discussions entre nous, si vous nous aider un petit peu à nous en sortir, ça peut que nous faire du bien. Et après, si c'est pas le cas, on va changer de façon. oui, parfait. Oui, c'est parfait. Voilà. Alors, je vais commencer juste pour Par contre, il faut l'agrandir. faut l'agrandir quoi? Pardon? Je t'entends pas. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Alors moi j'entends, mais par contre je n'entends pas l'autre personne du tout. D'accord. Oui, mais Mm. c'est comme moi qui dois pour Mm. l'instant, voilà. Donc, le syndrome de burn-out, ça a été décrit depuis 1975 par un médecin psychiatre américain et par une psychologue, donc Mashlab, qui a donné d'ailleurs nom à un des premiers questionnaires de burn-out qui existent. Et ça a été décrit pour la première fois chez les soignants, donc chez les professionnels de santé. Donc, c'est une maladie qui est connue depuis très peu de temps finalement, parce que 1975, c'est pas si loin que ça. Et en fait, on le définit par un épuisement professionnel qui est caractérisé par un épuisement émotionnel pour des personnes en rapport avec leur travail. Donc, c'est un écartèlement entre ce que les gens sont et ce que les gens doivent faire. Donc, en fait, il va déterminer une érosion de leur valeur, de leur dignité, de leur esprit et de leur volonté, qui est définie aussi par Machla comme une érosion de l'âme humaine. Donc, en fait, c'est une faille en fait, qui est entre qu'est-ce que les gens sentent qu'ils sont en fait et qu'est-ce qu'ils doivent faire dans la réalité de tous les jours. Et cette souffrance dans laquelle ils vont se renforcer progressivement et en continu va les aspirer dans une spirale descendante dont il est très difficile de s'en extraire. Donc, tout d'abord, et pour commencer, c'est qu'il faut être conscient le début de cette souffrance pour pas se laisser entraîner dans cette spirale parce que c'est vraiment des fois très difficile à s'extraire de là. C'est pour ça qu'il faut connaître depuis le début les symptômes qui peuvent nous amener à ça. Ça, je vous avais mis un petit témoignage que je pense vous connaissez tous ou ceux qui passent par ce syndrome-là, avec des mots qui disent que moi, j'ai mon métier, je l'ai choisi, mais j'ai l'impression depuis quelque temps d'être vidée de l'intérieur, j'ai plus envie de me lever le matin, j'ai plus d'énergie, j'ai trop de projets, j'ai l'impression de ne pas pouvoir les amener au bout. Je suis toujours dans les chiffres, des chiffres, des chiffres, et je n'ai pas choisi mon métier pour faire ça. Donc ça, c'est un bout de témoignage d'une personne qui est passée par le burn-out. Et je pense que ça, ce type de témoignage peut, entre guillemets, coller à beaucoup de personnes qui vont passer par un burn-out. Il y a trois dimensions qui sont incluses dans la définition du burn-out. La première, c'est un manque d'énergie, un épuisement. Puis, il y a un retrait vis-à-vis du travail, avec des sentiments négatifs ou cyniques liés au travail, suivi d'une perte de l'efficacité professionnelle. Donc, ces trois dimensions-là
sont inclus dans le questionnaire de Maslow, dans le questionnaire de cette psychologue américaine. Et d'ailleurs, ça fait l'inventaire de ces symptômes-là par le questionnaire que vous avez aussi sur le groupe, où vous pouvez chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, voir un petit peu où on est par rapport à cette burn-out. On n'y est pas du tout, on est dans une situation débutante, intermédiaire ou, j'espère pas, dans une situation beaucoup plus difficile. Donc il y a ces trois éléments-là, ces trois dimensions-là: manque d'énergie, retrait et changement de regard vis-à-vis du travail, puis suivi d'une perte d'efficacité professionnelle. Tout d'abord, le manque d'énergie, c'est une fatigue, mais une fatigue extrême. Ça veut dire une fatigue qui ne passe pas avec le week-end quand on ne travaille pas, qui ne passe pas avec les jours de vacances qu'on puisse avoir. Une fatigue vraiment qui s'amplifie de plus en plus et qui fait que plus qu'on multiplie les tâches de travail, plus qu'on est fatigué et plus qu'on s'épuise. Puis, il y a un retrait vis-à-vis du travail, un changement de l'attitude, avec une attitude qui devient négative, dure, détachée, vis-à-vis de son travail, de ses collègues, de ses patients, avec un désengagement de son travail, de la structure hospitalière, de la structure de l'équipe de soins, et avec une barrière entre la personne et les autres. Il se, entre guillemets, déshumanise inconsciemment pour mettre son entourage à distance de façon de faire une sorte de stratégie d'adaptation. Donc, il pense inconsciemment, ce n'est pas quelque chose qu'on fait de façon volontaire, qu'en faisant comme ça, on va se détacher, on va s'adapter, on va réussir à passer le cap, en fait. Et on devient finalement quelque chose qu'on n'en est pas, en fait. Donc, cette attitude-là, dure, négative, détachée, façon de se comporter avec ses collègues, de mettre des barrières entre nous et les autres, ce n'est pas quelque chose qu'on a en nous, en fait, qu'on reconnaît, en fait. On pense que c'est une stratégie d'adaptation, mais en fait, ce n'est pas du tout une. Et on voit qu'au fil du temps, on perd l'accomplissement personnel, on se dévalorise et on a un sentiment d'être inefficace dans son travail. On n'est pas à l'auteur du poste qu'on doit remplir. On n'est pas bien. Et malgré tous les efforts qu'on fait, parce qu'en fait, on s'enfonce dans cette situation-là, on se sent de plus en plus dans un impasse. On est inefficace, on est nul, le travail donc n'apporte pas du tout dans l'accomplissement personnel, on se dévalorise de plus en plus, et cette dévalorisation de soi, c'est une impasse. Et une impasse, plus un autre impasse, à un moment donné, il y a des personnes qui arrivent à dire mais je n'ai plus du tout de ressources de continuer, je n'ai plus du tout de ressources de continuer ma vie, il n'y a pas de sens. Et ils arrivent à des gestes malheureusement extrêmes. J'étais très touchée par un témoignage d'une aide-soignante parisienne qui a dit à un moment donné, je suis partie au travail, j'ai vu le métro arriver et mon seul but, c'était de me jeter sous le train. Je ne voyais rien d'autre. Je ne me voyais pas arriver au travail. Je ne me voyais pas retourner à la maison pour voir ma famille. Je ne me voyais pas faire autre chose que ça. Et le fait que, heureusement, elle n'a pas fait le geste cette seconde-là, l'a amenée après dans les soins et puis progressivement à réussir à s'en sortir. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et une fois qu'on est dans une situation comme ça, le schéma est beaucoup plus difficile à parcourir, mais pas impossible. Comment se manifeste le burn-out? D'une manière très, très différente et très complexe. Il y a des manifestations qui ont été groupées dans plusieurs types de situations, des manifestations émotionnelles, des peurs mal définies, des tensions nerveuses, une humeur triste ou un manque d'entrain. L'individu est soit irritable, soit tendu, soit hypersensible, soit bien il manifeste aucune émotion. Donc il y a toute une palette de manifestations émotionnelles qui se changent les uns derrière les autres. Donc soit il est tensionné, soit il est triste, soit il est irritable, mais il n'est pas dans son assiette. Puis il y a des manifestations physiques. Tout d'abord des troubles de sommeil, on dort mal, on ne dort pas suffisamment pour être reposé. Ce qui entraîne avec le stress au travail des tensions musculaires avec des douleurs achilliennes. C'est peut-être de premières consultations, surtout pour les personnes soignantes qui ont aussi un travail physique, les aides-soignantes, les infirmières, beaucoup plus que le personnel comme les médecins, bon, ça dépend de spécialité aussi. Des tensions musculaires avec des douleurs achilliennes du dos, de la nuque.
une variation de poids, une prise, une perte de poids, ou des manifestations de type maux de tête, nausées, vertiges. Donc ça, c'est les manifestations physiques, comme aussi on peut avoir une accentuation de symptômes de maladies chroniques que le patient a déjà. Mais ça, c'est des manifestations physiques propres, si je peux dire ça, au burn-out. C'est en fait le corps qui dit « je ne peux plus, stop ». Donc il faut arrêter, il faut faire quelque chose, il y a trop de tension et il faut arrêter ça. Il y a progressivement aussi des manifestations cognitives. Il y a une diminution de la concentration. Il y a des difficultés de réaliser plusieurs tâches à la fois, comme c'est souvent demandé, surtout pour certains métiers. Il y a des difficultés à nuancer, à prendre des décisions. Et les personnes commencent à faire des erreurs, des fois mineures, des petites fautes, des petits oublis, mais qui commencent à les inquiéter parce que justement, ils se rendent compte, mais ils n'arrivent pas, parce que la concentration est pénalisée, ils n'arrivent pas justement à faire le pas vers l'arrière et arriver à s'en sortir. Puis, il y a des manifestations comportementales. L'individu peut se replier sur soi, il peut s'isoler socialement, il peut avoir un comportement agressif, parfois violent, parce qu'il a une diminution de sa tolérance à la frustration. Une frustration qui ressent au niveau professionnel, donc il va se comporter de cette manière-là. Il va diminuer son empathie. Il essaie d'être moins touché par les problèmes des autres. Un gros problème des soignants, justement, qui sont formés, qui sont choisis sur l'empathie qu'ils ont envers les autres personnes souffrantes de qui ils s'en occupent. Ils vont ressentir des fois de l'hostilité à l'égard de personnes qui côtoient dans leur travail. Et ils vont se réfugier, c'est vraiment très souvent, dans des comportements addictifs. Consommation de tabac, un petit peu peut-être moins ça, mais consommation d'alcool, de tranquillisants, des drogues, pour justement essayer d'apaiser ce type de comportement, pour essayer justement de finir la journée, de se motiver pour retourner le lendemain. Et surtout dans le milieu de soins où on connaît ce type de traitement, on connaît les effets demandés, on sait facilement à quelles molécules on peut faire appel. Gros problème aussi de médecins, parce que les médecins, ils ont la possibilité, qui n'est pas du tout bien dans cette situation-là, de s'automédiquer. Et les médecins, ils arrivent des fois très tard à consulter un confrère, d'une part par rapport aux symptômes en soi, en disant c'est la peur, c'est la honte, comment je peux raconter des choses de ce type-là. Et surtout qu'avant d'arriver dans cette situation-là, ils s'automédiquent. Donc, un médecin va pas rentrer chez soi, va passer par la pharmacie pour se prendre un traitement, pour se détendre. Après, il y a la consommation de tabac, de l'alcool, des tranquillisants, des drogues qui peut être faite. Progressivement aussi, l'individu se désengage progressivement de qu'est-ce qu'il a à faire. Il baisse sa motivation et son moral est en berne. Il ne peut pas changer la situation et il a de plus en plus le sentiment d'être pris au piège. Il doute de ses compétences, il se remet en cause de façon professionnellement, il se dévalorise. Il est plus capable de travailler comme avant et vraiment, à un moment donné, il n'y arrive plus. Et cette spirale qui est dangereuse et qui l'entraîne de plus en plus, il va basculer dans la maladie dépression, la maladie psychiatrique ou une maladie somatique. Il va le désinsérer sur le plan professionnel, social et familial. Et à ce moment-là, des fois, malheureusement, le seul issue qu'il trouve, c'est finir sa vie. Il faut bien faire la différence entre la fatigue chronique, donc la fatigue chronique, il peut avoir beaucoup de causes, tension physique ou stress de longue durée. La dépression qui a un épuisement émotionnel et de l'humeur qui est étendue sur tous les aspects de la vie, pas seulement au travail, et le burn-out, où la fatigue émotionnelle est associée à deux choses, une dépersonnalisation et une perte de l'accomplissement personnel au travail, et qui apparaît suite à une tension de longue durée, mais liée au travail. Donc, il y a des intrications parce que le burn-out peut s'aggraver en dépression,
parce que les antécédents de la dépression peuvent favoriser l'apparition d'un burn-out, mais il y a bien une différence entre le burn-out qui apparaît toujours en rapport avec un problème au travail et la dépression qui va toucher tous les aspects de la vie et pas seulement le travail. Donc, la dégradation de cette santé physique et mentale est associée à des risques psychosociaux. Elle peut entraîner, comme je vous avais dit, un trouble musculo-squelettique, maladie cardiovasculaire, trouble de la santé mentale ou l'aggravation ou rechute de maladies chroniques. Et au bout de ce processus de dégradation, l'individu complètement vidé de ses ressources, il s'écroule. Et pour chercher les causes, il faut chercher des causes dans deux endroits. Les facteurs des risques psychosociaux liés au travail, qui sont les exigences du travail, l'intensité, la complexité du travail avec des délais, des objectifs qui sont irréalistes, qui sont mal définis, qui demandent des interruptions fréquentes, des changements des horaires et un déséquilibre entre la charge réelle du travail et la charge subjective, donc le vécu, qu'est-ce que nous est demandé de faire. Il commence à avoir de cette manière-là une difficulté de concilier la vie professionnelle, la vie personnelle. Donc, on commence à changer des horaires, à ne pas rentrer à l'heure à laquelle on a dit, on change des vacances. Donc, à ce moment-là, on commence à avoir des tensions entre notre vie professionnelle et notre vie personnelle. Puis, il y a des exigences émotionnelles liées au travail, avec des fois des contacts difficiles avec le public, des personnes en détresse, surtout dans le soin, du mécontentement, des violences, des fois verbales, physiques, et le fait de ne pas pouvoir afficher public les émotions en contradiction avec son ressenti. Après, on peut avoir un manque de l'autonomie et de marge de manœuvre. Donc, on est dans des situations de soins, des situations de protocole, comme vous savez bien, où on a de faibles marges de manœuvre, des contraintes de rythme de travail auxquelles on ne peut pas se soustraire. Soit on sous-utilise les compétences et des fois accorder une certaine autonomie. Il faut, en fait, c'est déguiser le fait de laisser quelqu'un se débrouiller et leur donner des objectifs qui sont flous. Donc, ces mauvais rapports sociaux et relations au travail, donc, il faut absolument les connaître parce que sinon, l'absence de clarté des objectifs, l'absence de solidarité au niveau du collectif du travail, la solidarité entre les collègues, l'absence de prise en charge de la violence physique et verbale, l'absence de reconnaissance des efforts déployés de la qualité du travail peuvent être donc des facteurs majeurs psychosociaux liés au travail qui amènent au burn-out. Il y a un gros conflit de valeurs et la qualité empêchée. On perd le sens de notre travail, et ça on le voit bien dans le soin, surtout quand on dit que le travail dans le milieu hospitalier doit être rentable. Or, on sait que le sens du travail avec les patients, ce n'est pas la rentabilité, c'est plutôt apporter de soins aux patients, de les apaiser, de les soigner, d'être là dans l'empathie. Donc, on n'est pas du tout dans les valeurs chiffres. Et à ce moment-là, donc la qualité de notre travail est empêchée. Et on a de plus en plus peut-être l'insécurité de la situation de travail, perte de l'emploi, retard de versement de salaire peut-être dans le milieu de soins un petit peu moins, précarité de contrat pour les CDD, etc. Donc on a peur pour l'avenir, donc ça c'est l'insécurité qui travaille. Et puis, vous allez me dire, mais ce n'est pas tout le monde qui fait un burn-out et pourtant on travaille dans les mêmes conditions. Tout à fait. Heureusement d'ailleurs, mais il y a aussi des caractéristiques qui sont liées à l'individu, qui sont des deux manières présentées. C'est les traits de personnalité, donc les personnes qui ont une sorte d'instabilité émotionnelle, mais ce n'est pas du tout quelque chose de péjoratif. C'est la tendance de percevoir, de construire, de ressentir la réalité comme menaçante, pénible, problématique, et un caractère consciencieux, méthodique, organisé, soigné, méticuleux, persévérant. C'est en fait la maladie du battant. C'est celui qui s'engage trop intense, qui est très fortement investi, qui se surengage. Et c'est d'ailleurs, on dit souvent que c'est les meilleurs qui font le burn-out, pas parce que les autres ne sont pas bien, pas du tout, mais c'est que des fois, ils s'investissent beaucoup, ils sont très consciencieux, ils ne savent pas lâcher, et à un moment donné, ils se croulent.
En fait, prévenir, c'est toujours mieux que guérir. Et en fait, toujours analyser ces signaux collectifs et individuels pour pouvoir reconnaître un burn-out ou la possibilité d'apparaître en burn-out. C'est pour ça qu'on doit avoir les signaux individuels, donc pour voir quelqu'un à côté de nous qui commence à changer de tête, qui commence à changer d'humeur, qui prend du poids, qui perd du poids, qui n'est pas pareil comme avant, d'utiliser de plus en plus de questionnaires de type MASLAC pour les médecins du travail et de sensibiliser et informer, et c'est ce qu'on essaye, au moins en tout cas, qu'est-ce qu'on essaie de démarrer aujourd'hui. Prévenir mieux que guérir, c'est savoir faire des pauses pendant le travail, même courtes, savoir faire des activités réconfortantes ou relaxantes quand on rentre à la maison sans rapport avec le travail. C'est veiller à manger, à boire et à dormir régulièrement, donc de façon d'avoir un programme de vie qui est assez correct, et de ne pas lâcher la communication entre les collègues, se retrouver, échanger, présenter le vécu de la situation, se soutenir. Et ça, des fois, c'est aussi quelque chose qui nous manque, qui est difficile à garder, surtout dans les contraintes de soins actuellement, quoi. Il faut garder le contact avec les proches parce qu'ils sont un point d'appui en dehors du travail. Ce n'est pas toujours évident, bien sûr, de pouvoir le faire. D'ailleurs, c'est un des points, points précis de difficulté parce que plus qu'on est dans le soin, plus qu'on n'est pas bien, plus qu'on ne va pas avoir le temps et plus que voilà. Et s'appuyer sur la reconnaissance qu'on puisse avoir, de la remerciement, de la gratitude, même si c'est très peu, même c'est juste là, quand on les a, donc il faut vraiment les connaître et les garder en tête. Et surveiller ensemble les survenues de signes d'alerte. Et ne pas hésiter, surtout ne pas hésiter à demander de l'aide en cas d'apparition de signaux d'alerte. Très tôt, trop tôt. Très rapidement, parce que ça c'est quelque chose que j'aimerais qu'on fasse entre nous et tout le temps depuis maintenant, dans des échanges, comment on peut s'en sortir. Je pense qu'il y a 4 phases, si vous voulez, 4 phases qu'on doit analyser, donc les uns derrière les autres dans les semaines à venir. La première, c'est très simple, ça commence par le repos. Donc le repos, c'est s'arrêter, c'est prendre du recul. J'ai vu plusieurs témoignages sur le site en disant j'en peux plus, je ne peux pas arriver au travail, je sens que je n'arrive pas à faire ma journée. Il faut s'arrêter. Il faut récupérer par le sport, par le repos, par d'autres choses. Et ma collègue va vous parler d'autres moyens de faire. Mais cet arrêt de maladie, il doit être des fois, quand on arrive dans ces situations-là, un peu long. Ce n'est pas la semaine le congé de 2 semaines qui va faire quoi que ce soit. C'est un arrêt de maladie qui est 2, 3 mois, 2 fois plus. Et il faut accepter d'emblée que ce repos doit être un petit peu prolongé. Parce que sinon, vous savez très bien, j'ai vu beaucoup de témoignages, quand on doit reprendre, on n'en peut plus. Donc, on ne se sent pas, on arrive en phase de la médecine du travail pour la vie de reprise et on tremble. Suivi, accompagné d'une psychothérapie, thérapie comportementale, cognitive ou autre, plus ou moins un antidépresseur si le médecin spécialiste conseille ça. C'est une prise en charge qui est à construire avec le patient, un réseau avec le médecin de travail, le médecin traitant, le spécialiste, et le médecin conseil aussi, parce que s'il y a une reconversion après, il faut la discuter. Puis, il faut se reconstruire. Donc, il faut reconstruire une identité professionnelle musculée. Parce qu'en fait, j'ai vu aussi des personnes qui disent « Qu'est-ce que je ferais moi sans mon travail que je connais depuis des années ?» Donc, il faut savoir que ce burn-out nous oblige en fait à réfléchir sur le sens de travail. Donc, notre sens de travail, il va changer à partir du burn-out. On n'a pas le choix, on ne peut pas faire autrement. Il faut tenir compte de la peur de se retrouver confronté à nouveau à ce travail qu'on ne pourrait plus faire au regard des autres, la peur de rechuter, la peur de ne plus avoir confiance et de vivre cet arrêt de travail comme un échec. C'est bien sûr que ce n'est pas facile à l'interpréter comme ça, mais en fait, c'est une étape vers autre chose. C'est changer du sens de notre travail, aller vers quelque chose d'autre. On peut s'appuyer sur qui? On peut s'appuyer sur beaucoup de l'aide, si on sait bien le choisir. Premièrement, donc, il faut s'appuyer sur la médecine du travail.
parce que c'est elle qui doit analyser les éléments des situations de travail qui peuvent favoriser ce syndrome d'épuisement professionnel et qui peut aussi aider après non seulement la personne mais aussi les autres pour la charge de travail, pour les amplitudes horaires, pour passer par le mi-temps thérapeutique s'il faut, pour, voilà, pour développer des espaces de soutien, de discussion et pour faire un dispositif de suivi. Un dispositif de suivi qui peut être encadré par le CHST, soutenu par les usagers, soutenu par les syndicats, tout en respectant le secret médical et s'assurer de la bienveillance de l'environnement de travail. On a différentes dispositions réglementaires qui peuvent être utilisées. C'est peut-être un médecin de travail de nous parler un jour de ça. On va faire le nécessaire pour, avec une visite de pré-reprise qui est bien sûr très importante. Accepter un temps partiel thérapeutique de fois, aménagement du poste ou des horaires temporaires, ou carrément changer de voie, donc changer de métier, changer de lieu de travail, chose qui est beaucoup plus difficile de fois à accepter, mais il faut passer par cette étape-là, il faut l'accepter, et ça prend du temps. Donc les acteurs peuvent être différents, l'employeur il a un rôle dans ça, donc il doit nous accompagner, les ressources humaines, le CHST, les délégués de personnel, les médecins traitants, les psychiatres, les médecins de travail, les psychologues. Et qu'est-ce que moi j'ai appelé ici les thérapeutes, donc tous les autres qui peuvent nous aider. Et ça ici, il y a beaucoup de volets où on peut discuter. Et moi, je vous parlerai juste de 2 ou 3 dispositifs auxquels on peut faire appel. L'association Soins professionnels de santé, c'est une association qui met à disposition sur une plateforme téléphonique un accompagnement psychologique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une application mobile. Il y a toujours un psychologue qui vous répond au téléphone sur un numéro gratuit. C'est un réseau national et après, il y a donc sur le département des médecins, des psychologues de relais pour ceux qui auront besoin. Il y a un service de l'entraide et le soutien psychologique de la Croix-Rouge française qui est aussi gratuite, où il y a un accompagnement de personnes en détresse psychique qui s'adresse à tout le personnel, toute la population, dont professionnels de santé, avec des bénévoles 7 jours sur 7, de 10h à 22h en semaine et de 12h à 18h en week-end. Et il y a les cellules d'urgence médico-psychologiques, où il y a des professionnels de santé, des psychiatres, des psychologues, et qui existent dans tous les départements qui sont rattachés au SAMU et auxquels il ne faut pas du tout hésiter à faire appel, sont joignables via le 15 ou via le 112 pour des situations d'urgence majeure. Parce que des fois, quand on dit je ne peux plus aller au travail, j'ai envie de tirer sur le volant pour sortir de l'autoroute parce que je n'ai pas envie d'y aller au travail, il faut faire appel à ces cellules d'urgence médico-psychologique. Il ne faut peut-être pas en arriver là, mais malheureusement c'est le cas. Il faut faire appel au service de santé au travail parce que c'est eux qui doivent veiller sur la santé de personnel hospitalier. Et il faut faire appel à nos pairs, à des psychiatres, des psychologues et à tous les autres thérapeutes qui peuvent nous aider à nous reconstruire l'estime de soi, nous accepter, avoir une autre vision de soi et dire voilà, avec cet amour de soi, je continue ma vie professionnelle, personnelle aussi bien sûr, mais des façons de sortir de ce burn-out. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'ai invité aujourd'hui Elodie Mercier qui va nous parler un petit peu de qu'est-ce qu'elle peut proposer à quelqu'un qui passe par une étape de burn-out pour l'aider. Je souhaite aussi faire un appel à vous tous de partager, pas forcément vos expériences personnelles, parce que des fois c'est difficile d'en parler, mais surtout de partager vos moyens de sortir de burn-out et surtout, si vous avez le moindre, mais vraiment le moindre symptôme qui rentre dans un des cases, dans un des cases de questionnaire, n'hésitez pas à en parler. C'est pas du tout honteux, c'est pas du tout quelque chose qui appartient à une personne qui est moins bien que les autres, mais c'est une maladie qui touche beaucoup de personnes. On estime qu'il y a entre 30 000 et 50 000 soignants. Et je m'imagine mal qu'est-ce qui s'était passé avec l'histoire de confinement, tout ça qui nous a pas rendu service.
Donc voilà, merci beaucoup. Et je donne la parole maintenant à Elodie, à laquelle je remercie encore une fois d'avoir accepté de parler avec nous ce soir. Alors, bonsoir à tous. Merci du coup de m'avoir invitée. Alors, je vais peut-être... Mon micro s'est éteint, pardon. C'est bon, tout le monde m'entend? Ok. Alors, du coup, je disais, je vais peut-être déjà commencer par me présenter. Donc, moi, je suis Elodie et je suis en fait infirmière au départ. Je suis infirmière et j'ai travaillé pendant 10 ans dans un service de réa dans l'hôpital de Metz, que du coup, vous devez peut-être connaître avec cette histoire de Covid qui est passée aussi un petit peu aux infos. Donc, du coup, j'ai travaillé là pendant 10 ans jusqu'en juillet 2018. Et en fait, en juillet 2018, eh ben, moi aussi, j'ai fait un burn-out. Et du coup, comme disait Anka, tout s'est arrêté d'un coup. C'est-à-dire, moi, je travaillais donc en réa, en poste de 12 heures, alternance jour-nuit. Donc, un jour, une nuit, 3 jours de repos. Et j'étais sur mon jour, entre mon jour et ma nuit. C'est-à-dire, j'allais partir de nuit le soir. Et je me souviens, c'est d'ailleurs un de mes seuls souvenirs du burn-out, je me suis mis assise sur une chaise sur ma terrasse et je me suis dit, je ne pourrai plus jamais me lever. Et d'un coup, plus aucune force. Donc, c'est bien ce qu'elle disait tout à l'heure. Voilà, ça arrive comme ça. Et puis effectivement, j'ai pu, pendant à peu près 6 mois, j'ai pu vraiment réussir à faire quoi que ce soit seule. Et ça, c'est pas simple. Du coup, je peux comprendre que c'est pas facile, comme elle disait, d'en parler, que les signes, on les voit pas forcément quand c'est pour soi. Donc, c'est important, comme elle disait, que les autres les voient pour vous. Parce que du coup, moi, je me suis mis assise sur cette chaise et puis après, j'ai dû demander de l'aide. Alors ça, comme elle disait, quand on est professionnel de santé, c'est pas facile. On se dit, non, ça va aller, je vais prendre une semaine et puis ça va aller mieux, surtout dans un service comme le mien où voilà, il manque de personnel, un peu comme partout, mais là encore plus. Donc, moi, j'étais une ancienne du service, je m'investissais plus, peut-être trop. Et je me suis effondrée. Et ça a changé vraiment ma vie dans le sens positif de... Maintenant, avec 2 ans de recul, je peux dire dans le sens positif, mais c'est vrai qu'au moment-là, c'est pas facile. Donc, du coup, mon parcours, ça a été que j'ai été donc au départ prise en charge par mon médecin traitant qui m'a très vite orientée vers un psychiatre et une psychologue. J'ai été prise en charge du coup pendant 8 mois, 8 bons mois par cette psychologue. Le psychiatre, je le vois encore. Donc 2 ans plus tard, je suis encore suivie, donc maintenant tous les 6 mois pour faire des points, mais du coup, je l'ai vu très longtemps. J'ai été suivie avec des antidépresseurs au départ, puis des antidépresseurs, des somnifères, des calmants, etc. parce que j'avais besoin de lâcher tout ça. Puis au bout d'un moment, je me suis aussi tournée vers des accompagnements parallèles, c'est-à-dire j'ai été suivie par une naturopathe. Donc, la naturopathie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait guider les gens vers une hygiène de vie qui soit plus naturelle et qui leur permette de s'épanouir et puis d'être au plus près du respect de leur physiologie, tout simplement. Hein. Donc, du coup, j'ai été suivie par cette naturopathe qui m'a aidée en complément toujours, parce que moi, je travaille comme ça maintenant et j'ai toujours voulu travailler comme ça, en complément de mon accompagnement médical et psychologique, qui m'a aidée à reprendre pied et puis à reprendre un petit peu ma vie en main et surtout à reprendre mon hygiène de vie en main, comme disait Anka, qui est très importante du coup dans le cadre du burn-out. Parce qu'évidemment, en travaillant de nuit, etc., moi, je faisais n'importe quoi. Hein, donc, je mangeais n'importe quoi à n'importe quelle heure. Je ne dormais pas assez. Au travail, j'avais commencé à fumer, pareil, comme elle disait, au niveau des addictions, je n'arrivais pas à m'en sortir. Donc, c'est le fait d'avoir coupé avec tout ça et puis d'être revenue vers une hygiène de vie plus saine qui m'a permis de me sortir un petit peu la tête de l'eau en couplé avec une psychothérapie et un accompagnement du psychiatre. Et donc, quand j'ai vu que ça fonctionnait bien sur moi, quand j'ai un petit peu ouvert mon esprit qui était très cartésien au départ et complètement fermé à ce genre d'accompagnement, je me suis rendu compte que ça pouvait apporter beaucoup. Et je me suis formée pendant cette année, ces 2 ans d'arrêt maladie, puis de reprise partielle, etc. Je me suis formée.
et pour changer de travail en fait. Donc maintenant, je suis encore infirmière parce que bon, ben, on reste infirmière à vie, hein. Mais j'ai mon cabinet d'aromaphytothérapie et je suis aussi formée en cohérence cardiaque. Du coup, je suis spécialisée dans tout ce qui est gestion du stress et troubles du sommeil. Et là, je suis en cours de formation pour faire une certification en EFT et également en programme MBSR sur la pleine conscience à l'université de Metz. Donc du coup, dans quelques années, je serai vraiment optimale pour gérer le stress avec vous. J'entends pas. En cas, si vous voulez me parler, j'entends pas. D'accord, je continue. J'entends pas votre micro, il est éteint, je crois. Je n'entends pas vos questions. D'accord. Donc du coup, moi, en fait, je suis membre de ce groupe depuis vraiment pas très longtemps. Et j'ai souhaité en devenir membre parce qu'en fait, alors, j'ai créé mon cabinet en octobre 2019. Et là, pendant le Covid, je suis retournée travailler de mars à fin mai, de début mars à fin mai. Je suis retournée travailler dans mon ancien service de réanimation. Au vu de la situation et de la crise sanitaire, du coup, j'ai proposé mon aide tout de suite quand j'ai vu qu'il manquait de bras et que moi, mon cabinet, il était fermé. Donc, du coup, je suis retournée travailler en réa, exactement là où j'avais quitté, dans le même service que j'ai quitté 2 ans plus tôt pour mon burn-out et dans lequel je n'avais jamais remis les pieds. Donc, bon, belle façon de boucler la boucle. Et je suis retournée travailler là-haut. Et la première chose qu'on m'a demandé quand on me parlait, qu'est-ce que tu fais maintenant, qu'est-ce que c'est, voilà, parce que j'avais un petit peu gardé contact avec certains collègues. Les premières questions qu'on m'a posées, c'est comment on peut faire pour gérer notre stress avec des astuces naturelles. Qu'est-ce que tu conseilles? Voilà, on m'a tout de suite posé 1000 questions là-dessus. Et puis forcément, pendant l'épidémie, je n'avais pas forcément le temps de prendre tout le monde à part pour faire parce que j'aime bien travailler en personnalisé, donc j'avais pas ce temps-là vu que j'étais à l'hôpital, comme toutes les infirmières, hein, j'ai travaillé beaucoup. Donc pendant les pauses, j'essayais de faire des petits ateliers de cohérence cardiaque, j'essayais de ramener un petit peu des choses comme les petits sticks d'huile essentielle à respirer, mais bon, très vite j'ai remarqué que c'était pas suffisant. Donc dès que j'ai eu fini mon contrat fin mai, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un projet qui réunirait un petit peu tous les conseils que j'aurais pu donner. Et c'est là que j'ai créé du coup mon projet. C'est pour ça que je suis arrivée sur ce groupe. C'est pour vous le présenter. C'est mon projet de gestion du stress pour les soignants. Donc j'ai créé un livre électronique qui s'appelle Stress des soignants, la naturopathie en renfort, qui réunit tous les conseils utiles et adaptés surtout à une vie de soignant, donc avec des horaires décalés, etc. Pas des conseils bateaux comme on peut trouver partout, vraiment des choses adaptées à une vie de soignant. J'ai aussi mis en place un système de consultation gratuite. Je me suis réservé un jour dans la semaine jusqu'à la fin de l'été pour vous recevoir en consultation donc à distance ou en présentiel si vous êtes dans mon coin, mais bon, la plupart du temps, c'est à distance, pour vous recevoir gratuitement et vous écouter et vous aider à, voilà, donc de façon un peu plus personnalisée à gérer votre stress avec des astuces naturelles. Et puis, donc, tout ça, vous pouvez le trouver sur mon site. Si vous voulez, je vous mets le lien peut-être dans le chat, éventuellement. Je vais vous mettre le lien. Hop. Alors, un instant. Donc, c'est un projet qui est totalement gratuit, hein. Vous pouvez tout prendre. Il n'y a rien à payer. C'est vraiment quelque chose de purement solidaire que j'ai voulu mettre en place. Je cherche pas à faire de pub. C'est juste vraiment Hop, je vous mets le lien. C'est juste vraiment pour vous donner un coup de main et puis rassembler surtout toutes les réponses que j'ai pu faire comme ça entre deux portes à chacun de mes collègues et puis faire en sorte que le maximum de personnes puissent en profiter, rendre un petit peu l'appareil, hein, ce qu'on m'a donné, j'aime bien aussi le retransmettre, hein, et puis faire en sorte que chacun puisse profiter des astuces naturelles qu'on peut mettre en place, comme elle disait Anka, au début, peut-être avant d'être vraiment dans cette spirale. Et on peut les prendre aussi après, mais du coup, là, ça ne sera pas tout seul, quoi. Faut vraiment, pour moi, je ne sais pas ce qu'elle en pense, hein, mais pour moi, on ne sort pas d'un burn-out juste avec des huiles essentielles et des plantes, hein. Pourtant, c'est mon métier, hein, mais
Moi, je dis pas ça à mes consultants, c'est pas possible. On peut accompagner, on peut aider justement pour qu'il y ait moins de médication, tout en accord avec le psychiatre, hein, bien entendu. Mais on fait pas ça tout seul dans son coin, c'est pas possible, quoi. Il faut vraiment qu'on soit une équipe autour de la personne et qu'elle se sente accompagnée correctement et puis soutenue. Et chacun a ses compétences, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, mais tout en restant bien dans son domaine de compétences, quoi. Est-ce que vous voulez que je vous parle un petit peu de certaines plantes, certaines huiles qu'on peut utiliser ou bien… Oui, moi je veux bien. Ouais, Ouais. d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donnez-nous un exemple. Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour, vous connaissez bien, vous avez bien dit, voilà, vous êtes infirmière de réanimation, donc on règle décalé, on mange pas, on mange sur le plus quand on peut, on rentre, on est rappelé parce qu'on est d'astreinte, on est rappelé à 2 heures du C'est matin, ça. donc on peut pas manger le matin quand on a faim, donc c'est possible, on n'arrive pas à dormir, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? En fait, en gros, il faut revenir à une physiologie qui est à peu près normale. Et ça, c'est pas facile quand on a des horaires complètement décalés et qu'en plus, on est hyper stressé. Ce qu'il faut faire, c'est écouter son corps pour la faim. Ça, c'est la première chose. Pour la faim, il faut écouter son corps. On mange quand on a faim, point. C'est tout. Il n'y a pas de secret. Quand on n'a pas faim, on ne mange pas. Même si c'est les horaires à laquelle, même si c'est midi, même si c'est l'heure du repas du soir, quand on a des horaires décalés, de toute manière, on a la physiologie qui est décalée. Quand on fait des nuits, c'est encore pire. Et quand on fait une alternance jour-nuit, comme moi j'ai fait, là, c'est le pompon, quoi. C'est le pire du pire. Là, le corps, il ne sait plus comment faire, dans quel sens il faut regarder. Donc, on mange quand on a faim. Au niveau alimentaire, on privilégie surtout tout ce qui est des aliments frais, non transformés, sans trop de sucre rapide, parce que ça favorise une inflammation qui est déjà assez présente au niveau du corps quand on est en stress chronique. On favorise aussi tout ce qui est fruits et légumes pour les vitamines, parce qu'on va surconsommer ces nutriments quand on est stressé. S'il y a peut-être une chose à retenir comme nutriment à mettre dans son assiette quand on est stressé, c'est le magnésium. Là, du coup, il faut favoriser des aliments qui en sont riches, comme les noisettes, les noix, peut-être le chocolat noir, les bananes. Il faut chercher quels sont les aliments les plus riches en magnésium et mettre vraiment l'accent dessus. Au niveau hydratation, il faut penser à tout ce qui est plutôt eau aromatisée avec des fruits. Il faut éviter les sodas, les jus de fruits, tout ce qui est très sucré, parce que de toute manière, ça donnera un coup de pouce, mais alors rapide. Et puis, vous redescendrez en énergie très rapidement. Tout ce qui est boisson énergisante aussi, parce que ça, j'avais pas mal de collègues qui étaient assez fans de ça, surtout la nuit. Alors bon, ça, c'est au niveau physiologique, c'est comme le café à outrance. Hein, ça va vous booster sur le moment, mais après, vous le payerez parce qu'au niveau de l'hydratation, c'est pas bon. Ça vous déshydrate plus que ça vous hydrate et finalement, votre corps, il se fatigue petit à petit, quoi. Au niveau du burn-out, en fait, moi, je travaille sur 2 axes. Il y a la recharge des surrénales qui sont complètement vidées avec le burn-out et il y a la relaxation. Donc pour ça, vous avez plusieurs options en fait en phytoaromathérapie. Moi, je suis pas très fan de prendre 1000 pilules de plantes ou 1000 huiles essentielles, c'est-à-dire on travaille au fur et à mesure. Donc je commence toujours en accord et en complémentarité avec le traitement que la personne a médical par la relaxer, l'aider à se détendre un peu, lâcher prise et se reposer, comme vous disiez. C'est la première étape, c'est se reposer et lâcher prise et déconnecter avec son travail ou alors l'élément qui a déclenché le burn-out. Et une fois que la personne a réussi à se reposer un petit peu, d'un repos efficace, pas d'un repos qui est plein de rumination, de culpabilité ou je ne sais quoi, vraiment un repos qui devient un vrai repos. Une fois que la personne a réussi à déconnecter, là, on commence à recharger les surrénales. Donc là, il y a tout ce qui est plantes adaptogènes. Donc, c'est des plantes qui, en fait, c'est des plantes qui stressent l'organisme, mais à toute petite dose et qui agissent un petit peu à la manière d'un vaccin. C'est-à-dire, elles vont permettre à l'organisme de s'adapter mieux au stress
Au fur et à mesure que vous les prenez, elles rechargent vos surrénales et elles vous permettent de vous adapter de mieux en mieux au stress, mais sans être des plantes sédatives qui vont vous shooter dans la journée. Après, bon, les plantes, c'est pas du Xanax, hein, faut être quand même clair, hein, vous n'allez pas non plus, à moins d'en prendre un sacré paquet, vous n'aurez pas les mêmes effets, hein, mais voilà, c'est des plantes qui vont permettre à votre organisme de se recharger en douceur et de s'adapter tout doucement à l'état de stress et de le gérer au mieux sans avoir des sautes d'humeur, c'est-à-dire au lieu d'avoir une humeur qui fait les dents de scie, vous serez beaucoup plus stable. Voilà, c'est ça. Et ça permet à vos surrénales de reprendre un petit peu du poil de la bête et de resécréter le cortisol qui du coup s'est arrêté au moment de la chute du burn-out. Donc ça, c'est important au niveau de la phytothérapie. Il y a aussi en aromathérapie, vous utilisez une huile essentielle qui s'appelle l'épinette noire pour ça. Alors, elle n'est pas indiquée en cas de grossesse, elle n'est pas indiquée chez les enfants. Il faut toujours faire attention aux personnes asthmatiques, épileptiques pour les huiles essentielles. Mais vous pouvez utiliser cette huile, du coup, vous la mélangez dans un petit peu d'huile neutre, de l'huile d'amande douce ou de l'huile que vous avez à la maison. Vous mettez 2 gouttes de cette huile dans votre main. Vous massez un petit peu les doigts, faites en sorte d'en avoir partout et vous massez vigoureusement les surrénales le matin. Vous pouvez faire ça 5 jours sur 7. Pendant 2-3 semaines, ça va donner aussi un petit coup de boost et permettre, ça a un effet corticomimétique en fait cette huile. Donc ça va permettre aussi de remonter un petit peu les surrénales et de vous redonner un peu la pêche. Et après, il faut voir symptôme par symptôme, qu'est-ce qu'elle a la personne, est-ce qu'elle a des troubles du sommeil, est-ce que c'est des ruminations, des angoisses, etc. Et là, il faut adapter du coup le traitement à chaque personne, quoi, hein. Moi, il n'y a pas de recette. C'est-à-dire quand les gens viennent me voir, je ne leur donne pas le package burn-out. On cherche ce qui est le mieux, quoi, pour la personne et puis surtout pour son observance. Mais il y a certaines plantes, voilà, donc c'est les plantes adaptogènes et puis principalement, et puis le magnésium, si vous devez retenir des choses, ça doit être ça. Merci beaucoup. Déjà, c'est très important de savoir qu'il faut qu'on fasse quelque chose très tôt. Exactement. Donc, déjà, il faut essayer de ne pas arriver dans un burn-out. Mais pour ça, il faut déjà commencer à préparer un petit peu toute sa journée. Donc, je pense qu'il faut toujours qu'on fasse attention à qu'est-ce qu'on met dans notre assiette et qu'on en fait des pauses parce qu'on dit toujours on n'a pas le temps de faire des pauses. Si, on a le temps de faire des pauses, mais il faut utiliser la pause intelligemment. Ça veut dire qu'au lieu de boire une Coca-Cola et courir à nouveau au travail, il vaut mieux manger quelque chose de sucre lent et manger un bout de chocolat noir. Donc, c'est très bien. Deuxièmement, qu'est-ce que moi j'ai retenu et c'est très important, c'est que n'importe quel traitement, même s'il est beaucoup moins fort que les traitements classiques, il n'est pas anodin. Donc, les huiles essentielles aussi, parce qu'il y a beaucoup d'automédication aussi. Hein. Des fois, on regarde, on dit voilà, on prend ci, on prend ça, on fait un mélange un petit peu à notre sauce, et voilà. Et que c'est bien d'être suivi par quelqu'un qui connaît. Et c'est comme ça qu'on commence à gérer notre stress. Cette histoire de surrénal, c'est vrai qu'on les vide à chaque fois qu'on a un stress. On ne sait pas comment les recharger que dans des situations exceptionnelles. Et déjà, si on commence par ça et après, si la situation devient un petit peu plus compliquée, vous pouvez aussi accompagner. Ça veut dire que voilà, c'est un plus de traitement, de la psychothérapie, de je ne sais pas d'autres choses qui sont proposées. Voilà, c'est vraiment très intéressant. C'était mon but, et ça va l'être, d'apporter justement des choses comme ça où on peut avoir accès avec, c'est de plus en plus fort pour quelqu'un qui est soigné en lui-même, parce que déjà vous avez votre expérience, malheureusement. Heureusement aussi, parce qu'après on se reconstruit, on dit voilà, mais c'est justement, on a une période où on dit malheureusement, je passais par là, puis on dit mais heureusement, ça m'a aidé pour ça et pour ça. Et quand quelqu'un qui est dans le soin, vous êtes infirmière, vous prescrivez une huile essentielle, on est plus rassuré parce qu'on sait que, voilà, on a quand même étudié un petit peu la chose, on sait un petit peu quel effet secondaire, quelle contre-indication on a. Et je pense qu'il faut connaître et il faut parler de ça. Et il faut parler très très tôt. Quand vous parlez en réa entre deux portes, comme ça, donc, c'est peut-être si on fait ça à chaque pause, souvent en disant voilà, moi, qu'est-ce que j'ai fait, comment je me sens, voilà, parce qu'on a
on a honte de dire qu'on ne va pas bien. Donc, c'est une de plaie de la société. On a toujours, moi, quand je suis arrivée en France il y a longtemps, 17 ans maintenant, on disait toujours ça va. Et moi, je pensais que ça va, ça veut dire vraiment une vraie question si ça va bien. En fait, non, c'est quelque chose de ça va. Donc, voilà, mais il faut vraiment qu'on approfondisse ça. Que vraiment, le ça va, ça veut dire je suis bien. Non, ça va pas, je ne suis pas bien. Et je parle avec mon proche parce que c'est des fois c'est même qu'est-ce que c'est honteux je pense entre guillemets vraiment beaucoup c'est qu'on est soignant et c'est que nous qu'on souffre le plus parce qu'on a tous les moyens théoriquement de s'en sortir on a des psychologues des psychiatres à côté on a des infirmières on peut mais on ne demande pas voilà et je vois qu'on est sur le groupe aujourd'hui 2630 donc énormément de gens il y a énormément de gens qui souffrent et il y a très peu qui, et c'est normal, hein, c'est pas du tout difficile, des gens qui sortent de silence pour faire quelque chose. Et voilà, donc si aujourd'hui on va mettre ça sur notre groupe, si on a réussi à apporter quelque chose, ça serait super bien. Moi, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de nous parler de ça. Moi, personnellement, je pense que c'est, en étant hépatologue aussi, je me suis beaucoup intéressée aux huiles essentielles, mais je n'ai pas du tout voilà, votre parcours, tout ça, donc c'est admiratif. Merci beaucoup. Et voilà, donc j'espère que les soignants qui souffrent, ils vont faire, entre autres, appel à des choses comme ça. Et voilà, donc on va continuer à chercher des questions et surtout des réponses. Voilà. Oui, je vais essayer, si vous voulez, de temps en temps, de poster peut-être des articles avec des solutions ou des choses sur le groupe pour mettre voilà, en avant un petit peu certaines connaissances, pour aider les gens un petit peu voilà, à ouvrir un petit peu leur esprit et à trouver des solutions là où... Mais je pense que le groupe, bon, c'est sûr qu'il sert à pouvoir dire qu'est-ce qu'on a à dire, à se plaindre, à dire voilà, je ne suis pas bien, à chercher de l'aide, au confort, ne serait-ce que par les paroles sur le groupe, oui. Mais c'est important de poster aussi des choses qui peuvent nous aider parce que c'est bien beau de dire on n'est pas bien, mais derrière on fait quoi? Donc oui, bien sûr, l'idée c'est ça. Et je pense que petit à petit on va réussir. Voilà, Oui. au moins on va réussir en étant solidaire parce que sinon tout seul on va pas faire quoi. Ah non, puis en plus, comment dire, c'est sûr que c'est pas facile de se mettre un coup de pied aux fesses et de se dire je vais faire quelque chose. Il m'a fallu 2 mois, moi, pour accepter d'aller voir un psychiatre parce que c'était pas possible, je n'avais pas prendre de médicaments, je vais m'en sortir toute seule, ça va aller. Mais je suis arrivée à un tel point, en fait, de voir dans les yeux de mon fils qui voyait très bien que j'étais au bout du rouleau. Enfin, il y a des choses comme ça vous marque. Et de voir ça et de se dire, maintenant, il faut y aller parce que tu ne peux pas rester comme ça, en fait. En plus, comme vous disiez, c'est les bâtons qui font ce genre de pathologie. Et quand on se dit, purée, j'ai toujours eu la volonté de surmonter tous les obstacles et là, j'arrive pas à décoller mon cul du canapé. C'est vrai, hein, c'est fou, quoi. Donc, Et c'est pas parce que c'est très important, c'est pas parce que c'est votre faute, ou la nôtre, c'est pas parce qu'on a fait quelque chose ou on n'a pas fait quelque chose. C'est parce que les contraintes de travail ont changé et qui changent tout le temps et qui ne correspondent plus. Et parce qu'il y en a certaines, en fait, ceux qui font pas le burn-out, ça c'est mon opinion, c'est ceux qui naturellement lâchent un petit peu de l'est tout le temps. Exactement. Donc ceux qui font leur pause, ceux qui prennent leurs vacances, ceux qui savent s'arrêter, c'est pas une critique ni pour les uns ni pour les autres, mais les autres qui disent toujours oui, qui disent toujours moi je suis là, moi je peux pas ne pas faire, moi je peux pas, voilà, ils vont à un moment donné craquer. Et justement, donc c'est pas du tout honteux, c'est une maladie, voilà, il faut qu'on s'en sort et il faut qu'on s'en sort pas par le bas, donc ni par la dépression, ni par malheureusement autre chose, mais par être soigné, par revenir dans la même catégorie professionnelle ou pas. Et le fait de se reconvertir professionnellement, c'est pas une catastrophe non plus. Parce que des fois, il y a des personnes qui disent non, moi, je sais pas trop, qu'est-ce que je pourrais faire? Et des fois aussi, on ne connaît pas les leviers qu'on a à la disposition. Ça veut dire que ça va être aussi le rôle de savoir qu'est-ce qu'on fait après, qu'est-ce que je peux faire.
vers quoi je peux m'orienter? Parce que bon, c'est beau à dire, vous pouvez vous reconvertir professionnellement, mais je peux faire quoi? Déjà, il faut l'accepter dans un C'est premier temps. ça. Ça, c'est un travail. Et c'est un travail aussi qui n'est pas de 2 jours. Ça veut dire que c'est pas un traitement de 10 jours qui va faire, je suis infirmière, je suis médecin, je accepte de faire autre chose. Non. Mais au bout d'un certain temps, nous, on se reconstruit, on trouve le sens dans autre chose. Et après, il faut mettre cette autre chose dans sa place, quoi, pour pouvoir nous épanouir. Et c'est un chemin qui est long. Et ça, c'est... il y a des patients qui sont en burn-out depuis des mois, des années, donc voilà. Mais c'est pas grave le temps qu'on est encore là, parce que moi, je dis toujours, c'est des histoires qui m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. Des gens qui, malheureusement, ils ont dit, moi, je ne peux plus, pour moi, le chemin s'arrête là. Et nous, les autres, on était à côté, parce que forcément, on n'a peut-être pas suffisamment fait, pas suffisamment vu. Et peut-être un des derniers messages, c'est si vous voyez quelqu'un autour de vous qui est pas bien, demandez-lui. Donc pourquoi il est triste, pourquoi il est énervé, pourquoi il répond pas, pourquoi il répond violemment, pourquoi il a pris du poids, perdu du poids, il mange pas, il a les traits tirés, pourquoi? Peut-être il a des problèmes autres, et même si c'est des problèmes qui sont pas du travail, il faut toujours tendre la main. Peut-être que des fois on n'y arrivera pas, mais au moins on a essayé. Parce que et le fait qu'on ait des soignants, ça fait pas de nous des surhommes ou des surfemmes. Donc on a cette impression-là aussi que nous, on peut pas craquer, que nous, mais la diplôme de n'importe quel métier de soignant ne protège pas. Voilà. Merci, merci, merci beaucoup. Bah, de rien. Moi la chose que je vais retenir de ça, de mon burn-out et puis de tous les témoignages que j'ai eus de gens qui s'en sont sortis, c'est qu'en fait, maintenant, avec le recul, je pense que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. Parce que ça m'a permis de reprendre le contrôle de ma vie. De me rendre compte que c'est moi qui décide. Avant, je subissais et maintenant, c'est moi qui décide. Alors, bien sûr, hein, ça ne m'a pas pris en une semaine. Hein, il m'a fallu 1 an et demi, 2 ans pour en arriver là. Mais, je veux dire, maintenant, j'ai 33 ans. Je me dis, c'est quand même dommage d'avoir perdu ce temps avant. Mais là, maintenant, les possibilités, elles sont infinies parce que je sais que c'est moi qui décide. Si je veux retourner travailler à l'hôpital, j'y retourne. Si je ne veux pas, j'y retourne pas et je fais autre chose. J'ai pris confiance en moi et je prends soin de moi et je suis, je suis devenue une autre personne dans tous les aspects de ma vie. Et ça a vraiment bouleversé ma façon de voir la vie, quoi. Et ça c'est vraiment aussi très fort pour les gens qui entendent et qui sont au début du chemin. Donc, qui disent, mais maintenant, je fais quoi? J'y vais où? Donc, je ne peux pas avancer. Effectivement, de dire le burn-out, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Ça paraît pour quelqu'un qui est là-dedans maintenant incompréhensible. Mais effectivement, c'est reprendre le contrôle parce qu'à un moment donné, on perd le contrôle de notre vie, donc on perd le règne, il faut les remettre à leur place. Et des fois, la vie nous oblige, pas quand on veut nous, quand les choses autour de nous choisissent comme ça. Merci beaucoup en tout cas. À très bientôt. Donc, vous allez mettre sur le site vos articles et tout ça, donc on va y échanger. Ouais. Et encore une fois, donc, ça va être mis sur le site. Moi, j'encourage tout le monde à témoigner, surtout à faire passer le message que c'est une maladie de laquelle on doit parler tous entre nous et qu'il faut qu'on se traite pour qu'on puisse en sortir. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.